sous le projecteur du monde. Eh bien, au cours de cet entretien qu'il a accepté volontiers nous accorder, il revient sur ses débuts dans le métier de journaliste et sa percée dans la sphère médiatique congolaise et son aventure passée récemment à la VOA Afrique avant de signer son comeback en RDC où il attend pleinement mettre son savoir-faire à contribution. Mesdames et messieurs, vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de Monsieur Marius Munga, que j'ai l'honneur plaisir de le recevoir dans le cadre de votre émission Le Point, à qui j'ai dit bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour Gédéon et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci énormément pour l'honneur que vous me faites d'être aujourd'hui sur votre plateau. Merci beaucoup. J'espère qu'à travers vous, les gens qui m'ont jamais connu vont me connaître. Alors, tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez parlé de modèle de réussite. Je ne pense pas humblement que j'ai réussi déjà, mais si ce que j'ai fait peut inspirer ceux qui viennent après moi, j'en suis fier et c'est très dur, mais il faut passer par là deux fois. Et j'espère que je pourrai répondre à vos questions parce que l'intervieweur interviewé, c'est pas évident. On est habitué à poser des questions. Là, quand il s'agira de répondre à des questions, ce n'est pas aussi bon que de l'autre côté. Vous pensez que le rôle a été permuté? Oui. Et c'est pas toujours évident? Non, parce que c'est trop facile de poser des questions. Ok. Mais le plus difficile, c'est de répondre à des questions et c'est un exercice assez délicat. J'espère que j'y arriverai. Voilà. Je disais que vous suivez à la télé très longtemps, en train d'animer la grande émission, la célèbre émission Vodacom sur Superstar. Est-ce que vous avez le sentiment que le temps passe vite et que le Marius d'il y a plus de 10 ans n'est pas le même avec celui en phase que je me trouve aujourd'hui en train de présenter cette émission? Oui, d'abord, oui, Marius, Marius de l'autre fois n'est pas le même qu'aujourd'hui. J'ai grandi dans ce métier, je pense que ça va faire bientôt 25 ans que j'ai grandi à la télé. Alors, le temps passe vite, oui et non. Oui, parce que deux fois, je regarde toutes ces années passées dans ce métier, et quand je dis, tiens, ça fait 25 ans, waouh, déjà, ok, donc on est là. Le temps ne passe pas vite, non, parce que j'ai l'impression chaque fois que j'ai pas encore accompli ce que je voulais faire ou ce que j'ai envie d'apporter dans ce métier. Je me remets tout le temps en question et j'espère que j'arriverai à réaliser mon rêve avant de mourir. Vous êtes plein de projets. Mais qui n'a pas de projet. C'est-à-dire que j'espère que j'arriverai à donner tout ce que j'ai prévu de faire avant de mourir. Ça, c'est mon rêve. Et voilà, c'est pourquoi je pense que, pour ça, je pense que le temps ne passe pas vite parce que j'ai l'impression que je suis pas encore arrivé là. Voilà. Ouais, je parlais de votre passage parce que nous avions suivi tout petit et vous nous avez fasciné ou forcé notre regard. On vous a regardé avec admiration et aujourd'hui, on a quand même cette possibilité de vous recevoir et de vous poser certaines questions. C'est quand même un privilège pour nous. Et c'est un privilège pour moi d'être sur ton plateau. Hein. Bien sûr. Est-ce que pourrions-nous parler d'une de vos valeurs cardinales ou un de vos principes qui vous caractérise, comme dans la vie de tous les jours, comme dans le métier des jours? Oui, je pense que la première, je peux appeler ça valeur ou principe. Allez, j'adore apprendre. Je suis quelqu'un qui apprend tous les jours, je ne me fatigue pas d'apprendre, du moins pour ce qui est mon métier. J'adore ce métier et chaque jour, j'essaie d'apprendre sur ce que je peux faire le mieux. Et pour la petite histoire, quand je suis arrivé aux États-Unis, d'abord avant d'aller aux États-Unis, j'ai passé toute ma vie dans les salles de montage avec les monteurs qui montaient mes émissions et tout ça. Quand j'arrive aux États-Unis, je devais faire mes émissions, mais malheureusement, il n'y avait pas de monteur. Donc, je devais apprendre à monter jusqu'au point qu'aujourd'hui, au-delà d'être devant la caméra, j'ai une connaissance générale, sans remplacer les monteurs, sinon Scotty sera jaloux. J'ai une connaissance générale plus ou moins de ce qui se passe derrière et que je peux apporter mon idée. Quelqu'un va pas juste venir me dire il faut qu'on mette une lumière ici. Si je pense qu'il n'a pas raison, je vais lui dire excusez-moi, je pense que on a appris que la lumière ça se met de telle façon, on peut travailler comme ça. Donc ça c'est la première ma première caractéristique. Alors maintenant, les principes qui conduisent ma vie de chaque jour, si je peux le résumer, c'est l'humilité.
Mais après, si je dis que je suis humble, je ne le suis plus. Parce qu'il ne faut pas dire que je suis humble. Je veux dire, vous vantez d'être humble. Mais on sait quand même les remarquer. J'ai pas envie de dire ça, merci. Autant j'admire l'humilité chez des gens parce que c'est une leçon énorme. Dieu merci, j'ai été exposé dans mon jeune âge à un film qui s'appelle Un prince à New York, que vous connaissez sûrement. Donc c'est un film qui, dès le début, je pense que j'avais 12 ans, qui m'a vraiment appris le sens de l'humilité. Un gars qui est prince chez Louis en Afrique, qui arrive aux États-Unis d'Amérique, qui laisse toutes ses richesses et accepte de devenir domestique pour trouver l'amour de sa vie. Et ce film m'a façonné, au fait. Jusqu'au point que moi-même, mon mode de vie, bon, on est humain, on peut des fois être emporté par... Mais c'est l'humilité. Et d'ailleurs, les gens qui ont cette humilité que j'admire, qui j'ai énormément de respect, les gens qui ont ne se font pas voir. D'ailleurs, tu vas voir que si vous êtes dans un groupe, regarde, vous êtes dans un groupe, vous êtes en train de vouloir prendre une photo. Les gens qui sont de petits détails voudront qu'ils se mettent devant. Okay? C'est naturel. C'est naturel, parce que quand moi je suis petit détail, je ne voudrais pas que Scotty se mette devant moi. On va pas me voir. Ou vous. Donc j'aimerais quand même essayer d'être devant. Ça dit beaucoup. Il y a un manque à compenser. Les gens qui y ont n'ont pas envie de se mettre devant parce qu'ils sont grands, ils sont à l'aise. Okay. Mais ce sont ceux qui n'ont pas, qui veulent qu'on remarque qu'ils ont. C'est juste une... Pas péjoratif. Non, c'est pas péjoratif. C'est juste une figure des styles que j'ai utilisé pour comprendre le sens de ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Donc, ça veut dire, en conclusion, que ceux qui ont n'ont pas envie de le crier haut. Ceux qui n'ont pas, c'est eux qui le font parce qu'ils n'ont pas. Okay. Et moi, l'humilité, c'est une valeur que j'admire chez même des gens que j'approche. Je suis inspiré par des gens humbles, comme Dalai Lama, comme les François, des grands de ce monde. Ils sont humbles. Ce sont des gens qui valent rien, qui font trop de bruit pour rien. Donc ça, c'est vraiment une valeur qui a toujours conduit ma vie depuis le jeune âge. Vous allez remarquer ça dans tout ce que je fais. Vous allez voir qu'il y a une trace d'humilité. Je ne veux pas me prendre la tête. Mais aussi, il faut dire quand même que dans la vie, il y a quelque chose qu'on appelle devenir célèbre. Ce que je suis devenu à la radio et à la télévision. Quand vous l'avez acquis depuis un certain âge, ça ne vous dit absolument rien. C'est comme les gens qui naissent princes et tout ça. Vous trouvez cela normal? Moi, j'ai grandi à la télé et quand je l'ai dit, je ne mens pas. Les gens, ils voient comment j'ai grandi. J'ai grandi à la télé. J'ai commencé ce métier depuis que j'avais 19 ans. Les gens me voient vieillir à la télé, si tu veux. C'est différent de quelqu'un qui vient d'être connu il y a 5 ans. Quelqu'un qui vient d'être connu il y a 5 ans, il a encore le temps de montrer qu'il est connu. Mais quand vous avez été exposé à la vie publique depuis que vous avez 19 ans, ça fait partie maintenant de votre vie, ça ne vous dit absolument rien. Et ça, c'est moi, Dieu merci, c'est ça qui conduit ma vie en termes d'humilité. Je comprends que, oui, je suis exposé à la télé, mais je ne suis pas pour autant plus humain que mon ami, comment s'appelle le cameraman? Aristote Kapassi. Voilà, je ne suis pas pour autant plus humain que notre ami Aristote Kapassi qui est du côté de la caméra. Ça n'a rien à voir. Donc l'humilité, humilité, humilité, 3 fois, c'est ça Marius Moreau. On comprend et c'est ce qui vous caractérise. Humilité, ça. Donc on comprend que vous êtes un candidat autodidacte jusqu'à ce jour, mais pourquoi? Alors que vous avez un parcours tonitruant, une carrière assez formidable, pourquoi continuer à apprendre jusqu'à ce jour? Je pense que je pense maintenant que vous me posez cette question, que c'est d'où je viens. Je viens pas d'une famille aisée. Dès le bas âge, j'ai vite compris que mon père n'avait pas les moyens de me payer l'université, que ma famille ne pouvait pas continuer à me soutenir. J'ai une histoire que les gens ne connaissent pas de moi, parce que c'est pas important que je la raconte. Mais ma vie a été faite telle que je me suis dit, puisque je n'ai pas eu cette chance d'aller dans les meilleures écoles qu'on nous citait, même si mes parents, quand même, au début, ont mis beaucoup d'argent pour qu'on étudie dans des écoles sérieuses.
Par exemple, le français que je parle, je ne l'ai pas appris à l'école. Pardon, à la maison, on ne parle pas français. C'est à l'école. Euh, je me suis dit, bon, puisque les parents n'ont pas d'argent, comment est-ce que je peux me former? C'est comme ça que je commençais à me former, même en tant que journaliste. Je n'ai jamais été dans une école de journalisme avant. J'en vis beaucoup les gens qui Donc, sont c'est ce passés. qui a fait de vous ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Je pense, c'est ça l'apprentissage. Puisque je n'ai pas les moyens ordinaires d'apprendre, aller à l'université, donc j'ai appris dans l'État. Et je disais, même si j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont la chance d'aller dans des écoles de journalisme comme du FASIC, moi, j'ai pas eu cette chance. Mes parents n'ont pas pu me payer ça. Donc, j'ai fait des études en économie que je n'avais pas fini, parce qu'il n'y avait pas de moyens. Et je me suis lancé, je suis devenu célèbre, et puis je continue. Donc, je suis retourné à l'école aux États-Unis parce que euh, je me suis rendu compte quand même que avec tout ce que j'avais accumulé, j'avais besoin d'un papier. Juste un papier. J'avais besoin, parce que, qu'est-ce que tu vas dire quand tu rencontres quelqu'un, monsieur, attention, hein, moi j'ai fait tu dis quoi? Tu dis, ok, moi, bon, il y a beaucoup de choses. Moi, je commence à voir de plus en plus aujourd'hui, c'est pas pour décourager les jeunes, que aller à l'école, tel qu'on nous l'a appris, ce n'est pas ça le synonyme de réussir dans la vie. Donc, je me suis formé. Après, je suis allé à l'école. Aujourd'hui, j'ai mon bachelor en médias et communication. J'ai une carrière que je pense que, parce que moi, j'aime pas dire que j'ai fait, que je suis en train de vivre bien. Parce que le jour où vous commencez à parler de votre passé, ça veut dire que là, vous n'avez rien à donner. Or, moi, je pense que j'ai encore des choses à donner et à apprendre. Donc, voilà. Vous êtes juste un journaliste complet, vous entendre parler, un journaliste polyvalent parce que vous êtes dans le culturel et dans la politique. Et comment vous y êtes, vous êtes parvenu? Est-ce que c'est par opportunité? Vous étiez un pur opportuniste Mhm. ou c'est par une passion, un rêve des gosses? Il y a des choses qui se sont faites par opportunisme, et j'y reviendrai. C'est quand je suis arrivé chroniqueur de musique, quand je suis devenu chroniqueur de musique. Mais la première chose qui a toujours caractérisé ce que je fais, c'est la passion que je poursuis. Mais j'ai une passion, mais t'as pas idée. Mais j'adore ce métier. Je l'adore tellement que je l'ai fait pendant des années gratuites. Je ne vivais pas de ça. Ce qui a fait que la passion a fait que chaque fois que je voulais me mettre dans un domaine précis de ce métier, Dieu merci, j'apprends vite et ça me réussit. Ok. Quand je commençais la radio, je n'étais pas chroniqueur de musique, hein. Moi, je commençais la radio, je faisais des animations à la radio, mais la première émission que j'ai produite à la radio s'appelait Savoir Plus. C'était une émission de culture générale, euh, inspirée par une émission qui passait à l'époque sur RTNC qui s'appelait Pile ou Face. Donc, je faisais des émissions de culture générale où je posais des questions de culture générale parce que je suis moi-même quelqu'un de cultivé. Et l'autre émission que je faisais s'appelait Une chanson pour toi. C'était une émission de dédicace. Donc, qui a fait de moi un animateur à la radio? Ok. Et j'étais le meilleur animateur de où je commençais la radio, à Kikwit. Donc vous êtes arrivé par opportunisme. Oui, par accident. Opportunisme, c'est par accident. Je suis arrivé par accident. Je ne savais pas. C'est vrai que je voulais. Quand tu grandis, tu entends des grands journalistes comme Ilunga Morabute ou Mutombo. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment, je ne vous en voudrais pas. C'est vraiment une vieille époque. Et Mbouimbouéboué. Quand vous grandissez avec ces gens-là, mais ils vous font rêver. Une fois, tu te dis, oh, moi aussi, je pouvais parler comme ça, mais le gars, il parle tellement bien que tu te dis, jamais je vais parler comme lui. Ça vous inspire. Mais je n'ai jamais pensé dans ma vie devenir journaliste. J'ai commencé à prendre goût, j'ai commencé à aimer, j'ai eu le support, le soutien des gens qui me suivent, et ça m'a encouragé. Chaque fois, ils m'encouragent, je continue. Anecdote. J'étais à la maison chez moi, je viens de l'école, j'avais trop faim, on était en train de préparer, j'avais pas à manger. Mon ami qui s'appelle Anderson Manza, que je salue, vient me chercher à la maison, me dit, les prêtres ont ouvert une radio là-bas, on va partir. J'ai dit non, mon frère, fatigué, on attend de manger. Non, non, non. Il m'a littéralement tiré de ma chaise. J'ai dit, ok, attends, je vais mettre un t-shirt, on va partir, ou les babouches, je sais. Non, nous ne sommes pas. Ça, c'est à Kinshasa ou encore À Kikwit. À Kikwit. J'ai commencé à Kikwit dans le Bandundu. Alors, je vais avec lui. On fait le premier enregistrement.
Le gars qui était derrière le micro à la régie dit « Waouh, vous avez une belle voix, hein? Est-ce que vous avez déjà fait la radio ?» J'ai dit « Non, père, c'était un prêtre. » Il m'a dit « Mais vous avez une très belle voix pour la radio. Si on vous a jamais dit ça, je vous dis ça. » Et moi, j'ai dit « C'est la première fois même que je rentre dans un studio radio. J'ai jamais vu, je vois ça à la télé. » Donc, tout est parti de là. Je dis « Oh, oh, donc, vous savez comment un compliment peut réveiller quelque chose qui est en vous? » Et le jour qu'on enregistre la première émission, qui passe, j'étais à l'université, ce n'est pas de mon ami Anderson qu'on parle, hein. Tout le monde parle de Marius. Quelle chance! On arrive à l'université, on devient célèbre à l'école, quoi, parce qu'on passe à la radio. Et le soutien des gens, toujours Marius, waouh, vous avez une belle voix pour la radio, waouh, ok. Donc, alors je propose l'émission, ainsi de suite, jusqu'à ce que je ne peux plus continuer à Kikwit pour des raisons de famille, je reviens à Kinshasa. Quand j'arrive à Kinshasa, c'est trop compliqué parce que, bon, faut dire que j'ai étudié à Kinshasa depuis la première CO jusqu'en sixième. J'ai eu mon diplôme ici dans une école à Mongafula. Mais là, je reviens parce que je ne peux plus continuer les études. Et quand j'arrive, euh, avec tout ce qu'il y avait comme chaîne, des grandes chaînes ici, moi-même, je me dis, je pense qu'ici, je peux même pas ici. C'est mon grand frère King Munga qui dit, si tu as réussi à Kikwit, comme ça, tu peux le faire à Kinshasa. Mais il fallait le montrer. Je n'ai pas de support, comment le faire? On se convient avec des amis pour qu'ils me cotisent l'argent des transports pour aller à RTKM pour proposer mon projet. On arrive à TKM, ils me disent, oui, monsieur, vous devez nous enregistrer une émission. Quand je vois des jeunes venir ici, je pense à moi. Moi, j'ai pas d'argent, je vais enregistrer comment? Alors, je rentre, je parle avec des amis qui cotisent $1, $2. On va faire l'enregistrement dans un studio. Et quand on fait l'enregistrement, on l'amène même pour qu'on l'écoute. J'ai fait 3 mois. Personne, le directeur de programme n'a jamais reçu. Mais le jour qu'il reçoit, qu'il écoute ma cassette, il vient lui-même me chercher à la réception. Il dit, jeune homme, vous voulez commencer quand? Et il me donne 30 minutes pour faire une émission, pas de musique, une émission qui s'appelait Les Guinness de records. Incroyable mais vrai. On lisait avec mon frère des histoires des Guinness de records, des gens qui ont fait des grands records dans le monde. Mais vous allez continuer, mais à partir de quand vous avez commencé à croire en ce rêve? Je pense que c'était à partir du moment où je commençais à voir que les gens vous m'encourageaient dès le début. Vous avez mis de la foi. Oui, oui, que ce que je faisais était bien. Et là, ça a réveillé en moi de l'amour pour ce que je faisais. Je le faisais bien, je n'attendais pas qu'on me paye. Hein. Okay. Donc, pour arriver à la fin, finalement, il m'écoute, il me donne l'émission. Et après cette émission, on me donne une tranche d'animation. Enfin, cette émission de 30 minutes, déjà, ils disent « Waouh, le jeune homme, il est bon, là. Il est bon. On donne 1 minute, 1 heure. Après, on me donne 2 heures. » Après, un jour, je ne sais pas par quelle magie, je raconte une histoire, je mets la musique, les gens, ils adorent. Ils me disent « Continue à nous raconter des histoires. » Et je crée une émission Jeudi Marius qui me rendra pendant 3 ans, 5 ans, je crois. C'est l'émission radio la plus suivie de Kinshasa. C'est pas mon émission, c'est une émission des auditeurs. Tu vois d'où ça vient? Et les gens, maintenant, commencent à me réclamer pour me voir à la télé. À la télé. Mais je veux dire, et je le dis toujours. Donc, vous avez bercé les auditeurs par votre voix à la radio. Et il fallait qu'on voit le même Marius à la télé. Exactement. Et je sais que beaucoup de gens étaient dessus parce que l'image que vous renvoyez à la radio, c'est pas forcément ce que vous êtes. Donc, je me souviens avoir entendu, oh, Marius a envoyé. Et vous êtes apparu avec le même style de chevelure? Non. Et j'avais adopté quand? Je pense que j'étais un peu entre les deux parce que tellement qu'on m'a mis dans une émission de musique, je voulais être un peu musique stylée musique. Je sais que je me coiffais normalement, mais il y avait une teinture ici. Je voulais quand même être un peu un journaliste, okay. Un peu, parce que moi, je suis très ouvert d'esprit. Non. Alors, l'histoire de mes cheveux, c'est que je vais avec Werason à Paris, avec mon ami Joey Bagato, que je salue. Alors, on passe la nuit, le lendemain, on se rend compte qu'on a oublié des peignes. 2, 3 jours, on va chercher des peignes, là, tout autour, on ne trouve pas. Une semaine, on commence à voir que les cheveux commencent. Après, je bagato, dis mon cheveu, que tu ça balox, et ça, bébé, ça, ma bête. On le fait, en fait. Bon, je parle pas de la télé, mais les gens, ils disent, oh, pas mal, hein. Mais à la télé, ça a été, combattu, mais les gens étaient tellement dessus parce que moi, je suis sérieux, mon image. Qu'il voit un gars sérieux mettre ses cheveux qui est associé au voyou,
Oh, Au caïd. comment est-ce possible? Voilà. Alors, il fallait travailler sur ça. C'est moi. C'est moi. Je veux ça. Ce sont mes cheveux. Et j'en fais ce que je veux. Si vous m'aimez avec mes cheveux. Ou ça fait partie de votre personnalité. Et du coup, je pense pas que si je les coupe aujourd'hui, les gens vont être contents. Voilà. Mais ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personnalité. Je pense que j'ai essayé plusieurs fois. Et mes enfants, c'est eux qui m'ont dit, papa, tu coupes pas tes cheveux. Tu vois, il y a entre être papa, mes enfants disaient non. Et leur maman disait, quand elle m'a vu, quand je suis rentré, elle a dit, waouh, ce sont ces cheveux que je veux pas que tu les coupes. Donc il y avait entre ma famille, mes enfants qui adoraient ça, et les téléspectateurs qui critiquaient parce que c'était associé à une certaine image. Finalement, ma famille m'a mal remporté parce que je voulais rester moi. Je suis moi. Et les gens, et il fallait encore travailler pour dire aux gens, on peut avoir, l'habit ne fait pas le moine. Et les gens qui ont accusé cette coiffure à tort d'être une coiffure des gens, ce sont des gens qui ont été, dont le cerveau a été lavé par des pensées coloniales qui montrent l'homme noir avec ses cheveux comme un sauvage, comme un voyou. Ce sont nos cheveux. Je peux les ouvrir. Ce sont nos cheveux. C'est mes cheveux de noir que je laisse pousser. Très belle chevelure. Merci beaucoup. Des années que je suis noir, c'est comme ça nos cheveux. Même toi, si tu laisses pousser tes cheveux, ils deviendront comme ça. Alors, faut pas se gêner, il faut s'assumer. Mais aussi, ça montre un esprit un peu, je parlerai pas des rebelles. Qui est leader. Je veux pas subir les gens, je veux que les gens me C'est suivent. quelqu'un qui s'affirme par rapport à son Je sais qui je suis. Voilà. Okay. Je sais d'où je viens, fier d'être ce que je suis. Et les gens, je leur donne ce que eux ils attendent de moi. C'est pas les cheveux qu'ils attendent de moi, c'est ce qui sort de moi. Voilà. Ça veut dire que vous avez animé plusieurs émissions. L'émission musicale n'est venue qu'après. Et comment expliquez-vous que c'est dans la chronique musicale que vous faites maintenant découvrir par le grand public? Oui, parce que j'ai eu la chance ou la malchance de faire la chronique musicale pendant une période où c'était la folie entre Werason et JB Piano, où c'était à la mode. C'était à la mode d'être chroniqueur de musique. C'est pour ça qu'avec ma chaîne m'a demandé de faire une émission de musique, parce que toutes les chaînes avaient leur émission de musique, nous on n'en avait pas. Donc ils ont choisi moi et mon ami Charlie Moussoimaï pour faire ça. Charlie Moussoimaï que je salue d'ailleurs. Et donc après je deviens célèbre parce que aussi à l'époque il y avait cette rivalité entre Werason et JB, et que il fallait aussi catégoriser les journalistes par rapport à de quel côté ils sont. Et j'ai eu la chance ou la malchance d'être caractérisé du côté de Werason. Faut dire que c'était une star, et quand vous affichez avec une star, c'est automatique. On vous regarde. Et à l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. C'était vous passez à la télé, voilà, on parle de vous. Dieu merci, on continue encore de parler de moi sur les réseaux sociaux. Mais voilà, ça a été un élément déclencheur et ça m'a beaucoup aidé. Être dans la chronique musicale, de vite faire mon nom. Je suis devenu une célébrité de la télévision. Et quand j'ai vu, c'est derrière cette célébrité que j'ai eu justement des marchés comme Vodacom, Superstar, mais également que j'ai créé, parce que quand j'ai vu ma notoriété monter, des gens venaient vers moi. Il y avait des gens qui avaient des moyens et ceux qui l'avaient pas. Je côtoyais des gens qui avaient un peu de moyens. Donc j'arrivais à créer une émission pour prendre de ceux qui ont et donner à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est moi. C'est vraiment l'émission de mon cœur. Parce que je viens vous rencontrer, Gédéon. L'émission qui a aidé beaucoup de Congolais. Oui. Je viens vous voir, vous avez les moyens, je vois comment vous dépensez, mais je vous demande juste, écoute, il y a une maman qui a juste besoin de $200 pour se faire commencer un petit commerce. Est-ce que tu peux pas donner ça? Et ça, l'émission Tout est possible a été créée, et malheureusement, j'ai eu des petits soucis. Après, le projet a été arrêté. Oui, j'ai eu un petit souci avec cette émission. Mon sponsor m'a abandonné. Et puis voilà, après cette émission, je crois. J'ai aussi collaboré avec Kin24, avec une émission qui existe toujours, dont le nom existe toujours aujourd'hui, Grosse Caisse, sur Kin24. Et puis après, je suis parti aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous plonger dans le coulisses du passé et votre collaboration avec Vodacom, c'était parti comment? Parce que là, on comprend que les Marius qui s'engage, qui s'impose de plus en plus dans la sphère médiatique congolaise, et tout marche comme sur le roulette. Et comment Vodacom parvient à vous contacter
C'était quoi les éléments sur lesquels Vodacom Congo s'est Ça, appuyé? il faut leur demander. Mais j'ai été contacté par Clavercho Makeba Diop, que je salue, qui est un jeune homme extraordinaire. C'est lui qui s'occupe même des backstage de beaucoup d'artistes qui viennent ici. Il m'a contacté pour dire qu'ils ont besoin de quelqu'un pour remplacer Jackie Ndala, qui n'était plus là. Et voilà, je suis allé au casting comme tout le monde. Ils m'ont demandé de faire le casting, j'ai fait le casting, et puis après, ils m'ont proposé un contrat, j'ai discuté, et voilà, on s'est mis d'accord, j'ai commencé à faire ça. Et malheureusement, pour moi, je pense que quand je suis arrivé dans cette saison-là, c'était pas les mêmes talents ou les mêmes niveaux de talent que les éditions précédentes. Et ça a beaucoup affecté la qualité de ma prestation. Ouais. Est-ce que le métier de journaliste vous a ouvert les yeux ou c'est le contraire? Oui, bien sûr. Maintenant, j'en sais plus que je savais avant. Ça, c'est clair. Et votre contribution n'aura pas été quand même non négligeable. C'est quoi le secret? Vous nous avez parlé de apprendre, juste toujours apprendre et encore apprendre. Est-ce qu'il y avait encore un autre secret? Oui, dernièrement, je lisais sur un commentaire sur les réseaux sociaux et quelqu'un vous laisse un commentaire que Marius Munga était destiné à de grandes choses. Êtes-vous d'accord avec ces commentaires? Ben, peut-être c'est Dieu qui l'inspire. C'est vrai que moi, j'ai toujours été caractérisé par vouloir faire mieux. Ça, c'est de demander à mes collaborateurs. J'ai horreur de faire des choses comme tout le monde. Même si je n'invente pas la roue, mais quand je vois ce que tu fais, moi, je vais essayer de réfléchir comment je peux le faire mieux. Je parle en tant que, pas forcément en tant que journaliste, en tant que animateur télé, en tant que présentateur d'émission, en tant que quelqu'un qui aime la télé. Euh, j'ai toujours fait ça. Comment je peux faire mieux? Ça existe déjà, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est pour ça que vous allez voir l'émission que je viens de lancer qui s'appelle Marius Town Hall. C'est un concept, je dirais pas que c'est moi qui l'ai inventé, mais il y en a pas beaucoup. Et c'est quelque chose de nouveau. Et là, je vais lancer encore une autre émission qui s'appelle Le Grand Plateau de Marius. Je voulais juste, je sais pas si ça va marcher, hein. Vous ne vous voyez pas déborder avec tout ce projet. Non, il y en a encore plein. Mais Vous avez du souffle arrivant. oui, oui, j'ai encore des trucs à donner, mais comme pas possible. C'est pour ça que j'aime pas me vanter du passé. Okay. Parce que quand tu commences à dire, vous savez, c'est moi qui ai fait ça, c'est comme si tu peux plus rien donner. Remarque bien dans la vie. Chaque fois que quelqu'un commence à parler de ce qu'il a accompli dans sa carrière, ça veut dire qu'il est à la fin. Moi, je veux que les gens parlent de ce que j'ai fait. Moi, j'ai dit, je suis en train de faire encore. Donc, c'est-à-dire que, Gédéon, tu arrives, tu seras mon concurrent, je vais faire des choses par rapport à toi, parce qu'il faut exister. Il faut exister. Il ne faut pas se dire, bon, moi, j'ai fait mon institution, c'est des interviews, je suis tranquille sur ma chaise, je passe le micro, voilà. Et quand tu arrives à un certain niveau, Gédéon, tu seras mon concurrent, parce que je dis, oh. Gédéon Anazoya Mystique, moi aussi, je peux faire ça. Donc, l'émission, le grand plateau de Marius. Faudrait-il être destiné à de grandes choses, comme l'un des internautes l'a laissé entendre? Oui, je pense pas que je suis destiné à des petites choses. Il faut voir grand, il faut toujours voir ce qui est plus grand que vous, parce que ce qu'il faut retenir aussi, rien de tout ce qui est grand n'est facile. Ça n'existe pas. Si vous voulez être grand, même les rois, il y a des gens qui en sont morts, il y a des gens qui ont été tués, massacrés pour que eux, ils commencent à régner sur la lignée, je sais pas comment on appelle ça, la dynastie. Si vous désirez faire des choses grandes, vous devez faire des sacrifices, vous devez vous battre pour ces choses. L'un, vous y croyez, et deux, vous y travaillez, mais très dur, et ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Parce que vous y avez mis, vous aimez, c'est pas personne qui vous a dit de le faire, vous le faites, vous donnez les moyens de le faire, vous travaillez dur pour le faire, et ça marche toujours. Une émission qui a été préparée, ça se sent. Et la préparation, c'est des sacrifices. Tu sais qu'est-ce que tu vas dire, tu répètes ce que tu vas dire pour être sûr que cette phrase-là, si je la sors, elle a tel but. Vous ne parlez pas juste pour parler. Évidemment. Et donc, j'ai encore des choses à donner. J'ai parlé tout à l'heure de mon émission, Le Grand Plateau de Marius. Ça encore, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu.
C'est prétentieux de dire ça. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'espère que ça va marcher. Parce que des fois, tu fais des choses, tu prépares, mais quand tu lances, il y a que Scotty qui va me dire que ça va marcher. Quand tu lances, aïe, 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 c'est pas exactement ce que tu attendais. Mais si cette émission démarrait aujourd'hui, ce sera une première La République, dans dans l'espace médiatique médiatique de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Et aussi, je viens quand même des États-Unis. Je ne peux pas, moi qui suis parti pour dire apprendre des choses et revenir au pays, Mais commencer à faire des choses. Enfin, je ne peux pas dire que ce que les gens font ici est mauvais. Hein. Ça, il faut pas commencer à faire des choses comme les gens qui sont ici, qui eux n'ont jamais vécu ce que moi j'ai vécu. Ce qu'il faut faire, c'est que quand tu es sorti, que tu as vu comment les gens font, reviens chez toi, essaie d'implémenter la même chose. Et c'est ce que je déplore chez nos politiciens, nos décideurs. Parce que ces gens-là, ils voyagent partout dans le monde. ils voient ce qui se passe Ils ailleurs. voient ce qui se passe ailleurs, mais j'arrive pas à comprendre comment ils n'arrivent pas à implémenter. Après, il y a énormément de difficultés parce que ce sont pas les mêmes, nous n'avons pas les mêmes conditions, le même environnement, les mêmes moyens. Et quand tu vis dans un État où tout ce que tu as, c'est amener ton idée et l'État va te soutenir, c'est plus facile que quelqu'un qui doit se battre même pour défendre son projet à une chaîne de télévision. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là aussi. On peut s'accorder à dire que Marius n'a cessé d'engranger des victoires et tout le projet que vous n'avez jamais encore échoué jusque-là sur aucun projet. Je n'ai jamais échoué. J'ai appris. Je n'échoue jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Vous apprenez de vos erreurs ou énormément, mais c'est ça apprendre. J'ai parlé tout à l'heure d'apprentissage. Je n'ai jamais échoué. Je n'échoue pas. J'apprends ou je gagne. Vous donnez les moyens de rebondir. Voilà. Alors, je disais que vous êtes très crédible dans l'opinion congolaise. Ne vous en doutez pas. Ça, merci. Veuillez le vérifier. Merci. Et d'ailleurs, un de vos principes, vous l'avez toujours dit, informer sans manipuler. Sans manipuler, ouais. C'est-à-dire, vous n'avez jamais été tenté d'aller dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, pour vous, vous n'êtes jamais compromis. Non. Mais en tant qu'humain, je pense que j'ai fait des erreurs, sûrement, que je regrette. Je ne les connais pas personnellement, sauf si on me les rappelle. Si je sais que j'ai été fautif, je le reconnaîtrai. Moi, je pense que tout ce que j'ai, comme vous l'avez dit, je suis quand même accepté. Les gens me respectent, les gens croient en moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'est très précieux, sur laquelle je compte beaucoup et que je ne peux pas compromettre. Et une fois que je perds ça, j'ai rien. Moi, j'ai rien. Tout ce que j'ai. Une fois que je perds ça, donc j'aurai rien. C'est pour ça que je compte beaucoup. Je travaille chaque jour à ne pas compromettre mon nom et à essayer de faire ce métier tel qu'il nous le demande, c'est d'être l'église au milieu du village, mais également être du bon côté de l'histoire et de la vérité. Et c'est ce que j'essaie de faire chaque jour. Ça veut dire pour vous, c'est un énorme fardeau, parce que la tentation est très grande. Il faudrait le reconnaître dans le paysage médiatique, oui. Surtout congolais. Oui, c'est vrai, la tentation est très grande. Mais après, si on décide de faire des choses, il faut assumer et prendre toutes ses responsabilités. Je veux bien travailler pour quelqu'un. Hein, je veux bien travailler pour quelqu'un. Il faut que ce soit clair que je travaille pour la personne. Et si c'est dans le journalisme, je ne serai plus appelé journaliste. Et je ne veux pas qu'on m'appelle journaliste. Parce que je ne comprends pas qu'un journaliste, quelqu'un qui s'est dit journaliste, travaille pour quelqu'un. C'est un peu l'opposé. Un journaliste travaille pour le peuple. Un journaliste, c'est quelqu'un qui ne donne pas son opinion. Un journaliste, c'est quelqu'un qui traite l'information. Et qu'est-ce que justifie cet état de choses en RDC? Parce qu'on voit que c'est la tendance actuellement. Le journaliste pro-tel. Oui, c'est quoi la tendance? Mais ça, c'est le métier de journaliste congolais n'a pas évolué par rapport à ce que vous avez vu ailleurs, ou nous avons encore du chemin. Nous avons du chemin, mais moi je pense que le journaliste congolais a un grand travail qu'il faut reconnaître. Il faut pas être quelqu'un parce qu'on pense qu'on vient de l'extérieur, qu'on pense que ce que les autres confrères font ici c'est nul. Non, il y a des journalistes qui abattent un travail extraordinaire
Je parlerai de peut-être Stanis Boujakera, qui est en prison aujourd'hui, dont nous ne cessons de réclamer la libération parce que son arrestation est une intimidation pour la presse congolaise, surtout à l'approche des élections. Mais il y a des journalistes qui font bien leur travail. Mais je pense que c'est la situation dans laquelle vit le journaliste congolais aujourd'hui. C'est une situation voulue par le politique pour maintenir justement le journaliste sous ses bottes, pour lui donner des ordres. Parce que si les décideurs pouvaient mettre en place un système qui protège les journalistes, leurs droits, qui font en sorte que les médias congolais prennent bien soin du journaliste avec des contrats respectés, avec des salaires dignes de ce nom, avec les moyens de faire leur travail, je ne pense pas que le journaliste Nous n'avons congolais qu'un modèle économique dont on peut s'inspirer, dont on peut s'inspirer sur vous. C'est quoi le modèle? Le modèle économique, on n'en a pas par rapport. Mais c'est ça, justement. Donc, il y a du travail à faire, mais malheureusement, cette situation n'est pas que une situation unique aux médias, c'est une situation générale de la société euh, congolaise. Les gens, ils font du travail sans contrat, les gens ne payent pas comme il se doit, les gens, ils travaillent pas, les gens, c'est trop compliqué. Alors, il y a énormément de choses à faire pour assainir, je pense, ce monde des médias. Et j'espère que le gouvernement va le faire. Parce que moi, je comprends pas que dans un pays qui se respecte, que les médias les plus suivis soient ceux des étrangers. Je ne comprends. Là, tu parles de la télévision. Aujourd'hui, si vous allez partout à Kinshasa, les gens, ils ont des bouquets. Et si vous demandez ce qu'ils regardent beaucoup, c'est des chaînes d'ailleurs. Les chaînes d'ailleurs, moins de chaînes congolaises. Pourquoi? Moi, je les comprends parce que les chaînes d'ailleurs ont des bonnes productions, c'est intéressant. Nous, la majorité de nos productions n'est pas au niveau où il devait être, et ce qui pousse que les gens choisissent d'aller où c'est mieux fait. Et quand ils vont là-bas, hein, voilà, et ils sont informés par d'autres médias, ce qui est très très dangereux. Moi, je prends simplement l'exemple de nos enfants qui consomment en majorité. Vous avez des enfants, je dirais, consomment sûrement, qui regardent des dessins animés d'ailleurs. Et ils grandissent avec une culture qui n'est pas la leur dans un monde où cette culture-là n'existe pas. Du coup, ils perdent la culture. Nos enfants, bon, j'ai dit ça dans une autre émission. Là, vous parlez du néocolonialisme à travers le média. Oui, mais c'est grave. On ne se rend pas compte. C'est très, très, très grave que nos enfants, depuis aujourd'hui, je crois, une dizaine d'années, ou plus, parce que mon fils, il va avoir 18 ans, il a grandi regardant ces chaînes-là, mais il est dans une culture qui n'a rien à voir avec ces chaînes-là. J'ai jamais vu qu'en France, la télévision la plus regardée, c'est la télévision congolaise. Ça c'est fou, c'est inimaginable. Mais comment est-ce que ça peut être possible chez nous? Oui, c'est négligé, mais c'est une bombe à retardement. Parce que nos jeunes, nos enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils vivent dans une culture des rêves qui n'a rien à voir avec la réalité dans laquelle ils vivent. Et ça, c'est toute une génération qui est sacrifiée. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'État prenne en main les choses, qu'il puisse gérer ces médias qui deviennent de plus en plus puissants, je veux dire, étouffants, pour promouvoir les médias congolais, des subventions pour gérer cet espace médiatique, pour ne laisser que ceux qui méritent être de vrais médias congolais, pour sauver nos enfants, pour sauver notre futur. On parle aujourd'hui de l'agression à l'est de notre pays, de tout ce qui s'y passe. Et tu penses que nos enfants, déjà à l'école, on leur apprend pas ça. Et les médias qu'ils regardent à longueur de journée, ou qu'ils écoutent, bon, qu'ils regardent, parlons de la télévision, on parle pas de ça. Nos enfants ne regardent pas nos émissions. Hein. Je parle de 4 à 12 ans. Ils regardent les chaînes d'ailleurs. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de vraies productions pour attirer l'audience congolaise. Et c'est là le rôle. D'ailleurs, ça commence un peu à bouger, le cas de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est quand même bien pour le média africain, même Oui, je pense que ce qui se fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si vous regardez ce qui se passe, ils font beaucoup d'efforts. Il y a des gens qui ont investi dans les médias ivoiriens et ça avance. Et c'est l'État a mis du sérieux, hein, enfin aussi dans l'espace médiatique congolais. Et il y a des gens sérieux qui investissent dans des médias sérieux. J'étais dernièrement en train de zapper sur les TNT. Mon frère,
j'ai vu qu'il y a, imagine un nom, ça existe en TV, Micro TV, euh, Canon TV. Mais après, je regarde, je dis, bon, si je devrais regarder, et tu regardes le contenu, et tu regardes, mais tu te dis, mais où allons-nous? Mais c'est grave. Il n'y a que nous qui pouvons en parler. Nos enfants doivent grandir avec notre culture d'abord. Après, vous allez me dire, ouais, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Ouais. S'ils veulent regarder autre chose, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux. Mais s'il faut regarder les choses à la télé, d'abord... Et ça, c'est la responsabilité de qui? Des gouvernants. Des opérateurs. Non, non. Je pense que l'opérateur économique, quand il investit, il veut récupérer son argent. La télévision a beaucoup, la radio a beaucoup d'argent. Mais il faut que la personne qui vient investir trouve en place un modèle économique qui lui permette de se retrouver. Mais quand tu arrives dans un environnement où tu as 300 médias, chaînes de télévision et radio, où l'annonceur, lui, n'a que un budget de 100 000 $ le mois pour partager à des chaînes de télévision. Avec des contenus, des programmes qui s'évalent. Comment tu veux qu'il fasse? Et les gens ne peuvent pas investir. Les gens, ils n'investissent pas par amour pour le Congo. Un investisseur met son argent sur une chaîne de télévision parce il espère gagner en retour de l'argent de la publicité. Et je ne sais pas si c'est moi qui suis wrong, je suis fautif, je vois rien, ou c'est de l'autre côté qu'on ne voit rien. En tout cas, ce qui est sûr et clair, c'est que c'est vraiment ce qui se passe dans l'espace médiatique congolais, c'est grave. Alors, parlons de Stadi Boujakera, le confrère qui a été arrêté, ça fait plus de 2 semaines. Vous pensez que son arrestation met à dure preuve la liberté de la presse? Bon, d'abord, il faudra qu'on définisse ce que c'est que la liberté de la presse. Et quant à la liberté de la presse, je pense que notre confrère, Stani Boujakera, qui est un ami, il sait ce que c'est qu'être un journaliste. Et tout ce qu'il a fait jusque-là, sauf quelques erreurs près, c'est quelqu'un qui est très professionnel et qui respecte sa déontologie. Le fait qu'il se retrouve de l'autre côté de la prison, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une atteinte, une intimidation à notre métier, surtout à l'approche des élections. C'est que nous espérons, nous avons entendu le président de la République dire qu'il ne peut pas intervenir dans une affaire de justice qui est en cours. Nous espérons justement que cette justice sur qui il a placé la responsabilité puisse... Mais si cette justice a failli, puisse d'abord garantir... pas le droit d'intervenir? Puisse d'abord garantir les droits de notre confrère, que le procès soit équitable et qu'il puisse être relâché, parce que nous voulons... Ce monsieur, c'est une source d'information pour des millions de Congolais. On apprend que sa mise à liberté provisoire ne lui sera pas accordée. Ça, c'est la décision du tribunal. J'ai pas encore suivi ça, donc... Ça, c'est confirmé. Je n'ai pas... Si c'est le cas, mais c'est dommage. Sa place n'est pas en prison. Sa place, c'est derrière sa plume pour nous informer. Et je m'associe ici à tous les journalistes du monde entier qui soutiennent cette démarche de faire pression pour que notre confrère soit immédiatement libéré. Immédiatement libéré. En tout cas, c'est le souhait de tous nos confrères. Nous sommes de cœur avec notre confrère Stani Boujakera, là où il se trouve, arrêté depuis des semaines. Et j'étais dans le couloir de la mort à Pakala. En tout cas, nous pensons qu'il va recouvrer incessamment sa liberté. Et Monsieur Marius, on va chuter avec cette émission. Alors, je disais à l'entame de cette émission que vous êtes un modèle pour beaucoup de jeunes. Est-ce que vous pensez que Marius Munga pourra laisser un héritage qui pourrait profiter à d'autres générations, parce que les générations futures ont besoin de garder avoir en mémoire, à l'esprit, de garder à l'esprit vos projets, votre personnalité et surtout votre façon de faire. Alors, comment cette jeunesse ou encore les étudiants de l'université pourraient en tout cas se retrouver? Bon, déjà, si, je l'ai dit au début, si je peux inspirer, tant mieux.
Moi-même, je ne me considère pas comme un modèle à suivre. Voilà. Je me considère juste comme quelqu'un qui essaie de faire bien son métier. Et si ce que je fais peut inspirer les autres, pourquoi pas? Après, je suis très ouvert pour des gens qui m'approchent qui veulent apprendre, encore faudra-t-il apprendre, et mon souhait, au fait, mon rêve, c'est de créer une école de formation parce que je suis l'expérience des jeunes qui ont du talent, mais qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller sur le cursus traditionnel de l'école pour apprendre. Mon souhait, c'est de créer un jour un centre de formation pour encadrer justement ces gens-là, qui deviennent comme moi, pourquoi pas plus. Et j'espère que je le ferai un jour. Donc voilà, si j'arrive à le faire, et je le ferai, ce sera l'héritage dont je rêve laisser aux générations futures. Malheureusement, il n'y a aucun de mes enfants qui veut être journaliste. Mais bon. En tout Alors, cas, il faudra aussi qu'on parle de la radio de la femme. C'est exactement ça qu'on aimerait entendre de votre bouche. Et actuellement, vous avez mis fin à votre contrat avec VO Afrique. Et comment a été l'aventure là-bas? Non, je pense que c'était un parcours qu'il fallait faire. Après tout ce que j'ai fait, il était temps que j'apprenne aussi de l'expérience des chaînes internationales. La Voix de l'Amérique, c'est une grande chaîne qui m'a permis d'apprendre, mais aussi de voir comment les choses se passent ailleurs dans les grands médias, des vrais médias. Et finalement, je me suis rendu compte que même si je travaillais pour la Voix de l'Amérique, je ne donnais pas beaucoup, je ne donnais pas ce que le Congolais attendait de moi là-bas. C'est la raison pour laquelle je garde toujours contact avec la Voix de l'Amérique comme correspondant à Kinshasa pendant cette période électorale. Donc là, on va travailler sur des projets parce que c'est ma maison, la porte est toujours ouverte. Mais on dit aussi pourquoi votre retour en cette période. J'ai voulu, c'est pas suspect. Les gens veulent rendre cette période suspecte. C'est pas une période suspecte, il faut le dire. C'est une période électorale, non pas normale, électorale, qui a aussi besoin de nous, les journalistes de ce pays, pour accompagner les institutions dont le peuple à aller à des vraies élections libres, démocratiques et transparentes où le journaliste doit réellement jouer ce rôle. Et pour moi, c'était la période où je devais retourner à Kinshasa. Et j'espère jouer ce rôle pendant cette période de 3 mois où je suis là jusqu'aux prochaines élections à travers mes émissions, en recevant, comme je l'ai fait par exemple, le président de la CENI, qui a éclairé sur énormément des questions que les Congolais se posent. Après, j'espère aussi recevoir les autres candidats, du moins ceux qui... Et la nouveauté dans cette émission, c'est quoi? Marius, des contacts physiques avec le public? Avec le peuple, en fait. Il faut dire que cette émission-là, nous attendions au moins 150 personnes à l'émission. Malheureusement, l'émission se passait pendant que le match de Léopard se jouait, donc du coup, ça a beaucoup perturbé les gens qui devaient venir à l'émission. Oui, c'est une émission où nous voulons que les gens qui nous gèrent, qui veulent nous gérer, qui nous ont gérés, viennent rendre des comptes au peuple, mais à travers des vraies questions, pas des questions génériques. Des questions que les gens vivent tous les jours, ils essayent de trouver des réponses à nos dirigeants. Et voilà, je suis en train de discuter avec tous les potentiels futurs invités, que ce soit de l'opposition du pouvoir. Jusque-là, il y a énormément de motivation pour venir à l'émission, mais c'est une émission qui, du point de vue de la production, est énormément chère. Ben, la télévision, c'est l'argent. Moi, je pensais que, bon, comme aux États-Unis, tu peux le faire. Au Congo aussi, tu peux le faire. Mais au Congo, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui soutiennent ces genres d'initiatives. On espère qu'avec des partenaires qu'on espère avoir dans les jours qui viennent, on peut continuer à produire cette émission qui, du point de vue de production, coûte énormément cher. Et à titre indicatif, on informe que vous êtes à la tête de la radio de la femme. Pourquoi le choix opéré sur cette radio? Bon, d'abord, la radio, j'aime la radio. La radio, c'est ma vie. La radio, c'est la radio qui m'a donné l'opportunité. J'ai eu mon parcours est fait de la radio. De RTKM à Raga, en passant par la Voix de l'Amérique, ainsi de suite. Donc, j'adore la radio. Et je voulais m'associer à une radio qui rencontre vos aspirations. Mes aspirations. Je pouvais créer ma propre radio, ou je pouvais m'associer à une radio qui a un nom, ou je pouvais entrer dans une radio. Mais le fait que c'était la radio
de la femme m'a beaucoup motivé pour me dire que oui, on parle beaucoup des droits des femmes, mais moi, personnellement, je ne me suis jamais ouvertement exprimé sur comment soutenir cette femme. J'ai des filles, j'ai 2 filles. Pour moi, c'est un honneur de servir cette radio qui parle de la promotion de la femme et le faire, c'est comme si je travaillais pour mes filles. Je veux que demain, mes filles retiennent que notre papa, dans notre lutte de l'émancipation de la femme, il a travaillé pour promouvoir une radio qui faisait la promotion des droits des femmes. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je pense que la femme, elle a tellement à donner. C'est un partenaire avec qui nous devons traiter d'égal à égal et il faut l'encourager, lui donner cette opportunité. C'est pour ça que je suis en train de conduire une équipe de jeunes journalistes qui ont énormément de talent et beaucoup d'inspiration que je veux amener à... Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir si je pourrais laisser un héritage. J'espère que le peu de temps que je passerai là-bas à la radio de la femme me permettra d'apporter ce que je peux apporter pour amener ces jeunes journalistes un jour à devenir grandes, des journalistes dont on parlera, qui peuvent porter haut la voix de la femme en République démocratique du Congo. Mais les trois, c'est que c'est l'initiateur de la radio, c'est un ami, et donc je suis là aussi pour lui apporter mon nom, si je peux, à cette radio. On va travailler pendant un temps, et je suis convaincu qu'on va faire des choses. La difficulté que nous avons aujourd'hui, et que je pense que là aussi, j'en appelle à la responsabilité de l'État, je ne peux pas comprendre que l'État vend des fréquences au privé de, je ne sais pas combien, jusqu'à 105 MHz. Mais la majorité des gens qui suivent la radio à Kinshasa, par exemple, la majorité des gens qui suivent la radio, c'est dans des petites voitures dont la fréquence s'arrête à 89. Donc ça veut dire que nous qui, comme la radio de la femme, la 100, c'est 95.3, nous qui sommes de l'autre côté, déjà, nous sommes privés d'une grande partie de l'audience. Et les peu de chaînes qui sont là se comportent en roi. C'est pour ça que je demande qu'on ouvre un peu, qu'on arrête un peu ça. Je veux dire, donc si je pouvais, on ne peut plus faire ça. Plutôt vous ou la radio, qu'on reste tous, qu'on ait tous les mêmes chances et qu'on nous mette en concurrence. Vous allez voir que les radios qui font leur travail, mais ils vont rentrer dans une concurrence où ils vont aussi avoir peur de la radio de la femme. Et la radio de la femme, un jour, va commencer à faire parler d'elle. Justement, avec votre concours. Avec le concours de tout le monde. De tout le monde. Surtout, moi, je fais que conduire ce qu'il y a à conduire, mais le plus du travail, c'est des jeunes garçons et des jeunes dames qui sont ici, qui sont très talentueux et inspirés, avec qui on va travailler pour que la radio de la femme se confirme, qu'on parle de la radio de la femme à Kinshasa. On a foi à votre capacité de manager sur toutes les choses. Marius Munga, ça aura été un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Tout n'a pas été dit, mais l'essentiel du moins sur vous a été brossé. Et merci de l'honneur et merci d'avoir répondu à nos questions. Mais merci surtout à toi, Gédéon, pour cette opportunité de passer dans votre émission. C'était un privilège aussi. Et tu sais, si je dois parler, je ne vais pas être en position ascendante où moi je veux te donner des leçons. C'est pour dire, j'aurais dû dire, ouais, tu sais, tu vas aller loin. Je n'ai pas envie de dire ça parce que tu es déjà loin. Le fait que tu as les moyens d'inviter quelqu'un dans ton émission, ça veut dire vraiment que tu es déjà quelque part et je souhaite plein succès à votre émission. Je reviendrai quand on sera encore beaucoup plus grand que ce qu'on est aujourd'hui. Voilà, donc bonne chance. Et il faut me souhaiter aussi bonne chance parce qu'on a les mêmes challenges. Merci aussi. Bonne chance dans vos prochains projets. Avec la même dose de plaisir, nous passons vous retrouver pour une autre émission avec peut-être un autre invité. Si vous avez aimé l'émission, merci à toute l'équipe qui m'a permis d'arriver chez vous et surtout abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer de nos contenus. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.